avant d'examiner ce que signifie le peuple dans l'expression d'une dictature du peuple, Zheng Ming Mingzhu Zhuanzheng, Zheng Ming signifiant le peuple, avant d'examiner ce que signifie cette notion de peuple, je voudrais finir cette première série de discussions sur le concept de dictature en me penchant un peu plus précisément sur la question des motivations du processus dictatorial. Comment fonctionne la dynamique dictatoriale? Qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est véritablement la peur? Et le premier paradoxe que j'observe, c'est qu'on ne relève aucune loi de l'histoire dans le narratif déployé par Xi Jinping. Aucune loi de l'histoire n'est invoquée par Xi Jinping pour exiger une soumission à l'avènement de cette dictature. Aucune nécessité impérieuse, inscrite dans le cours des choses, n'est invoquée pour justifier l'obéissance. Dès le préambule de la Constitution, qui n'est pas écrite par Xi Jinping, la Constitution chinoise révisée de 1982, on avait noté que c'était le seul caractère prospère et brillant, je cite, le caractère prospère et brillant de la nation chinoise qui justifiait la constitution nouvelle qu'elle s'est donnée, et que l'histoire n'y était évoquée que comme une opportunité et une puissance de régénération. Donc, le processus motivationnel de la consolidation actuelle de la dictature, c'est-à-dire de la démocratie socialiste proprement dite, est moins fondé sur l'obéissance, qui n'est, vous l'avez remarqué, exigée que des membres du parti et non pas du peuple. Et donc, ce processus motivationnel est moins fondé sur l'obéissance que sur les contributions et les synergies. Quand je parle de synergie, je cite Xi Jinping lui-même qui parlait de synergies invisibles. Vous voyez par exemple dans le discours du 17 mars 2013 au premier tome de la gouvernance de la Chine à la page 45. Alors, je voudrais revenir sur ce que je viens de dire. Je disais qu'il n'y a pas d'obéissance exigée du peuple, car l'exigence est posée par le peuple, c'est une exigence pour le peuple. Alors, cette exigence, elle est adressée aux membres du parti. Je cite le concept, notamment, sur lequel il faudra revenir, le concept de cage institutionnelle. Xi Jinping est très clair. Ce n'est pas le peuple qui, dans cette dictature, est enfermé. C'est le parti. C'est bien le parti qui se trouve, je cite, dans une zhedu de longzi, une cage institutionnelle. Le concept est très important. J'y reviendrai. Le peuple, quant à lui, n'est pas du tout dans une cage. C'est lui qui fixe les principes de cette dictature dont j'ai précédemment expliqué qu'elle consistait à satisfaire ses propres intérêts. Oui, mais alors là, vous pourriez me dire, et le 4 juin 1989, alors est-ce que la répression du 4 juin 1989 satisfait les intérêts du peuple? Évidemment que non. Je crois que nous sommes d'accord, c'est une erreur. C'est une erreur de Deng Xiaoping, c'est une erreur du gouvernement chinois. Et vous ne trouvez pas dans le discours officiel de Xi Jinping la moindre justification de cette erreur. Pourquoi la Chine censure-t-elle les références à cet événement? Eh bien, parce qu'elle en a honte. Mais vous ne verrez, pas plus en Chine qu'en France, jamais un pouvoir s'excuser de ses erreurs. Sinon, bien longtemps après, et quand il n'y a plus d'enjeu politique, pour ainsi dire, le silence de Xi Jinping sur cet événement, le silence de Xi Jinping et du Parti communiste, et la censure qui s'exerce sur cet événement, loin d'être une justification de ce qui a été fait, est une manière certes désagréable pour les victimes, mais c'est une manière pour le parti de tourner la page au plus vite, de faire oublier cette erreur. Elle n'est pas justifiable, mais vous remarquerez que Xi Jinping ne cherche pas
à la justifier. Ce silence est la réponse, certes insuffisante pour les victimes, mais c'est la réponse qu'un pouvoir qui ne peut pas se permettre de perdre son autorité, sa crédibilité, c'est la réponse que ce pouvoir apporte à l'injustice qu'il a commise. Une espèce de voile pudique, si vous voulez. Et vous ne trouverez pas de justification dans tous les discours officiels du parti, de Xi Jinping en tout cas, sur cet événement. S'il y a une dictature en Chine, elle repose sur d'autres ressorts, sur les synergies que je citais. Il s'agit moins de susciter la peur que d'inviter au courage et au volontarisme. Xi Jinping parle, par exemple, de réaliser une union des volontés, dégager une synergie invincible. Il s'agit pour Xi Jinping non pas de faire peur, mais d'exalter et de galvaniser. Il exalte par exemple l'enthousiasme, je ne cite pas toutes les références, mais vous trouverez une morale, si je puis dire, de l'ambition, de l'exploit, du succès. Je pense à cette référence dans le même discours du 17 mars 2013, cette référence empruntée au Changshu, au classique des documents. Je cite « L'ambition conduit aux exploits et la diligence au succès ». Page 46 du tome 1 de la gouvernance de la Chine. C'est Xi Jinping qui cite cela et bien d'autres références classiques ou de sa propre plume qui vont dans ce sens. Donc le peuple n'est pas menacé, il est plutôt galvanisé. S'il y en a un qui est menacé, c'est le Parti communiste. Et vous savez qu'il y a eu effectivement, notamment pour des problèmes de corruption, des condamnations à mort au sommet de l'État. Récemment, une condamnation à mort a concerné, vous le savez peut-être, un ancien ministre des Transports. Donc oui, il y a un certain recours à la peur dans ce processus dictatorial à la chinoise, mais cette peur ne vise pas le peuple, elle vise le parti qui doit rester l'instrument conduisant le peuple au service du peuple. Et le parti, j'aurai l'occasion de le redire, doit craindre, enfin les membres de ce parti doivent craindre effectivement de s'écarter de cette ligne, de s'écarter du peuple, de le trahir. Donc il y a bien un ressort motivationnel qui est de l'ordre de la peur. Ce ressort-là concerne le parti. L'autre ressort motivationnel, celui qui concerne le peuple, ce ressort-là est de l'ordre de l'enthousiasme, du volontarisme, de l'exaltation, des synergies, de la contribution, des énergies contributives. Et cette énergie-là, vous la sentez partout dans la rue. Enfin, je fais une petite remarque en passant, une remarque de touriste si vous voulez, mais c'est cette énergie-là que vous sentez partout dans la rue, dans les médias, dans les associations sportives, etc. Dès lors que vous allez en Chine, la Chine n'est pas un pays policier où le peuple vivrait sous la menace permanente d'une police toujours prête à lui passer les menottes. Non, regardez le taux de remplissage des prisons chinoises et vous verrez que ce n'est pas tout à fait cohérent avec ce qu'on entend par un État dictatorial en Occident. La Chine est, je le rappelle, puisque vous avez des statistiques officielles là-dessus, la Chine est l'un des pays où les prisons sont les moins remplies au monde, puisqu'elle est 175e sur 180 pays recensés pour ce type de statistiques. Je note enfin que pour nourrir cet enthousiasme, disons, dictatorial, pour oser une expression qui peut sembler oxymorique en Occident, mais qu'il faut, je crois, oser, au moins à titre d'hypothèse, Xi Jinping convoque sans cesse le souvenir des héros révolutionnaires, qui sont des héros du peuple. Je pense notamment à Lai Feng, un jeune homme qui a vécu entre 1940 et 1962, originaire de Wangcheng, dans la province du Hunan, soldat de l'armée populaire de libération, modèle typique de héros chinois. De son vivant, il a servi corps et âme le peuple, dit une note du premier tome de la gouvernance de la Chine. Il était prêt, rajoute cette note, il était prêt à tout moment à aider les autres, resté dévoué à son poste de travail. Il décéda accidentellement lors d'une mission. Fin de citation. On peut penser
à des héros du parti tels que Jiao Yulu, 1922-1964, décrit comme un cadre honnête dans la gouvernance de la Chine, cadre honnête du parti, mort en 1964 d'un cancer du foie, incarnant le style de la politique de la ligne de masse, c'est-à-dire l'exigence de proximité avec le peuple. On peut penser à des personnages tels que Gu Wangcheng, etc. Et je ne voudrais pas finir sans citer cette formule qui est un petit peu comme un slogan que Xi Jinping revendique. Le peuple, dit-il, est la source de notre force. Profil de Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, premier tome de la gouvernance de la Chine, page 513. Le peuple est la source de notre force. Xi Jinping exalte, je le cite, ou exhorte, je le cite, à graver dans notre mémoire les souhaits des martyrs et ne jamais oublier le bel idéal de leur sacrifice sanglant. Fin de citation. Vous voyez, dans le discours du 1er juillet 2016 pour célébrer les 95 ans de la fondation du Parti communiste chinois. Ce stimulant mémoriel est censé galvaniser les forces de matérialisation d'un rêve à réaliser. Mais là est tout le problème, car s'il s'agit de conserver la mémoire des héros et l'ordre d'un monde qu'ils ont créé, la doctrine de Xi est une idéologie conservatrice, au sens où Paul Ricoeur et Karl Mannheim ont caractérisé l'idéologie. Je renvoie bien sûr à l'idéologie et l'utopie de Paul Ricoeur, republié en 2016, et à Karl Mannheim, Idéologie et Utopie, republié aussi en 2006. Cependant, une tension demeure dans cette caractérisation car la transmutation socialiste souhaitée n'est pas encore réalisée. Auquel cas, le rêve chinois serait plutôt le nom d'une utopie, c'est-à-dire l'anticipation d'un monde à venir, au sens où ces deux auteurs, je veux dire Ricoeur et Mannheim, entendent caractériser l'utopie. Bon, là il y a une tension, si vous voulez, entre la dimension conservatrice de l'idéologie et la dimension anticipatrice de l'utopie. On en a déjà parlé et il faudra sans doute en reparler encore, mais l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'était d'en dire un peu plus sur les ressorts motivationnels de la dictature chinoise, dictature au sens chinois du terme, au sens où on l'entend en Chine, c'est-à-dire à la fois sur le plan juridique à partir de l'article 1 de la Constitution chinoise et comment on l'entend concrètement dans sa mise en œuvre politique concrète au quotidien. Voilà, et je pense avoir assez démontré qu'il faut au moins reprendre à nouveau frais l'analyse du sens et des connotations du concept de dictature, en encourageant bien sûr tous ceux qui veulent y voir un petit peu plus clair à aller passer juste 15 jours en Chine, fût-ce avec des traducteurs, des interprètes si vous voulez, pour essayer de prendre la température et voir si la Chine, qu'on décrit ici comme une abominable dictature, a de près ou de loin quelque chose à voir avec l'Allemagne nazie ou avec la Russie de Staline. Je ne dis pas non plus que ce soit, attention, ce n'est pas mon propos, le pays le plus merveilleux, mais je dis au contraire que nous n'avons pas à en juger. Ce que je cherche à faire par ces discussions, ce n'est pas à renverser le jugement que nous portons sur la Chine, mais à réintroduire de la liberté dans notre questionnement et de la précision sur le plan du vocabulaire. Ouvrir le questionnement à partir de la signification que les mots que nous employons, notamment le concept de dictature, ont traditionnellement dans l'histoire de la philosophie. Pas de militantisme donc de ma part, pas de prêchi-prêcha, mais plus de philosophie. Contre le tour idéologique, c'est-à-dire sinophobique, compris les études chinoises en France, dans l'université française en particulier, mais non pas pour devenir à mon tour pro-chinois, simplement pour pouvoir se poser des questions en toute liberté, car telle est, à mon sens, la véritable mission, la mission fondamentale, la vocation fondamentale de l'université.
Voilà, j'espère n'avoir vexé personne, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai pas donné de nom, je n'ai nommé explicitement personne. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces analyses concernant notamment la question du peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? Puisque la dictature à la chinoise est une dictature du peuple et que cette notion de peuple est si centrale. Mais que signifie-t-elle pour les Chinois et que signifie-t-elle pour nous, pour nos classiques de la philosophie, pour nos auteurs classiques ? Je vous donne rendez-vous pour en parler dans une prochaine capsule. Belle journée à tous!